c'est que c'est ce pouvoir qui commettait le génocide. Voilà. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Et moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait, il y ait une équipe très très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat de la Légion étrangère. Et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque, en faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. Et ça a changé au cours, en une semaine pratiquement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que pendant la première semaine, clairement, nous avions cette intention de nous battre contre les ennemis des génocidaires. Ce qui est complètement effarant, c'est que, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est le dernier génocide du XXe siècle. Le seul qu'on aurait pu éviter. Et on a réussi à rentrer du côté des génocidaires. On essaye de les remettre au pouvoir. Et assez tard dans l'opération, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, on arrête enfin ces actions offensives contre le FPR au moment où elles vont se déclencher. Je suis absolument persuadé que c'est parce que l'Élysée, à ce moment-là seulement, a pris peur que la France soit condamnée pour complicité de génocide. Mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, et qui a permis aux génocidaires de repartir se réfugier tranquillement au Zaïre. Ça a été la deuxième période de notre opération. Et la troisième, inacceptable, c'est que nous avons livré des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous étions sous embargo de l'ONU. Alors, vous l'expliquez très bien, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, et je le répète, l'opération turquoise, il y a eu un aspect humanitaire, mais il y a eu aussi ces épisodes sombres. Vous parlez donc du fait que des génocidaires hutus ont pu fuir vers le Zaïre. Vous dites même on a protégé leur fuite. Et puis, vous revenez sur cette livraison d'armes. Comment vous l'avez su ? En fait, je l'ai su parce qu'on m'a demandé de détourner l'attention des journalistes qui étaient présents sur la base à Cyangugu, dans le sud du Rwanda, au moment où ce convoi d'une dizaine de camions devait partir. Et c'est en me demandant de détourner l'attention des journalistes que j'ai compris que c'était un convoi d'armes. Et le soir, au débriefing, j'ai été effaré des arguments qu'on nous a servis pour justifier cette livraison d'armes, qui étaient en gros, il faut donner des signes d'apaisement aux soldats du gouvernement, parce que sinon ils pourraient se retourner contre nous. Comme si en réarmant des soldats, on les rendait moins dangereux. Je souligne quand même une chose, c'est que dans toutes ces actions, et dans mon témoignage, en aucun cas je ne mets en cause mes compagnons d'armes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient de manière très professionnelle. Alors justement, vous le dites, certains officiers ont contacté le plus haut sommet de l'État, ont essayé de faire passer le message que ce n'était pas une bonne idée de livrer des armes à de potentiels génocidaires dans ces camps, au Zaïre, l'actuel RDC. Quelle a été la réponse à ce moment-là ? J'ai des camarades plus courageux que moi qui ont refusé d'appliquer cette directive et se sont fait tacler par l'Élysée. C'est-à-dire que le sujet est remonté jusqu'à l'Élysée, parce que c'est l'Élysée qui décide en France de ces opérations. Nous étions en gouvernement de cohabitation, donc il y avait forcément une collision avec une partie du gouvernement de cohabitation. Et ces ordres ont été confirmés par l'Élysée, continuer à livrer des armes dans les camps de réfugiés, en allant contre la plus évidente éthique des officiers français. Enfin, je veux dire, ce qu'on a fait est totalement inacceptable. Et ce qui est inouï, c'est que non seulement on l'a fait, mais en plus, ces décideurs politiques le cachent depuis un quart de siècle. Donc ils s'autorisent à le refaire et surtout, ils évitent d'avoir le moindre compte à rendre sur le sujet, puisque nous n'avons pas le droit d'accéder aux archives d'une opération qui, je le rappelle, a été présentée comme humanitaire. Dans votre livre, vous revenez également sur la tragique histoire de Bisesero. Bisesero est emblématique de l'intervention au Rwanda. Mes camarades des forces spéciales débarquent et sont en mission de reconnaissance. Et ils trouvent des rescapés qui ont échappé de justesse au génocide, qui sont poursuivis en permanence par les forces gouvernementales, l'armée, les gendarmes et les milices, qui d'ailleurs sont, à mon avis, à peu près les mêmes en permanence. Et on leur donne l'ordre de ne pas s'en occuper. Parce que la vraie mission de Turquoise à ce moment-là, c'est uniquement de stopper les ennemis des génocidaires, le FPR. Donc mes camarades sont obligés de les laisser, poursuivis par leurs massacreurs, et de continuer à aller chercher les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire que dans cette position-là, on s'est mis en complicité du génocide, et surtout, on a vu le génocide sous nos yeux. Mes camarades ont vu les soldats gouvernementaux et les gendarmes poursuivre ces rescapés qui étaient dans un état absolument lamentable, alors qu'on leur avait dit que c'était des espions du FPR. Vous vous rendez compte de cette confusion qui a été entretenue en permanence pour que les unités sur le terrain continuent à accepter cette mission. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Ils sont quand même intervenus, ces militaires.
un de mes compagnons d'armes a décidé, sans le dire, de désobéir. Ils sont revenus sur la zone où on leur avait interdit de se rendre, et là, ils ont fait en sorte qu'il y ait suffisamment de journalistes et de moyens de communication pour que le monde entier le sache. Du coup, le commandement a été obligé de réquisitionner toutes les équipes des forces spéciales pour s'occuper enfin des réfugiés, avec 3 jours de retard. Mais ce qui est dramatique, c'est que l'unité de combat dans laquelle j'étais, qui aurait pu être mobilisée, puisqu'à ce moment-là, nous sommes à côté du PC des forces spéciales, nous sommes mobilisés dans la nuit du 30 juin au 1er juillet pour la mission principale, c'est-à-dire aller stopper le FPR. Et on nous envoie tendre une embuscade aux soldats du FPR et préparer des frappes aériennes, qui est mon job, parce que notre mission à ce moment-là, c'est de se battre contre les soldats du FPR qui, je le rappelle, sont juste les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire qu'on se met dans cette situation, non pas de participer au génocide, aucune unité française n'a participé au génocide, mais on se met dans une situation qui ressemble étrangement à une complicité de génocide. Justement, pour vous, la France est-elle complice de génocide et quel est le degré de complicité ? Ça n'est pas à moi de le déterminer. Ce que je raconte simplement dans mon livre, qui est un témoignage très factuel et très partiel, c'est que ce que nous avons fait est susceptible d'être qualifié de complicité de génocide. Je le répète, pas de participation au génocide, de complicité de génocide. Et ça, c'est inacceptable parce que nous avons été obligés de le faire parce qu'on nous a donné les ordres de le faire. Donc c'est vers les décideurs politiques de l'époque qu'il faut se tourner et leur demander des explications sur les raisons pour lesquelles ils ont pris de telles décisions. Avez-vous des regrets ? Je vais vous dire, mon regret le plus important, c'est que, d'abord, c'est le seul génocide qu'on aurait pu éviter. J'aurais aimé me battre contre les génocidaires. Ça m'aurait fait vraiment plaisir et je pense que mes compagnons d'armes auraient adoré. Et la deuxième chose, c'est de ne pas avoir été assez rapide pour sensibiliser les Français au fait qu'ils devaient avoir accès à ces archives pour qu'on puisse enfin savoir ce qui s'est passé réellement pendant cette opération. Je n'ai qu'une toute petite pièce du puzzle, mais elle est incompatible avec la version officielle. Et moi, ce que je voudrais, c'est que maintenant, on ait le courage de regarder la réalité en face et de reconnaître nos erreurs si on en a commises, et j'en ai bien peur. Quel serait votre message aux jeunes officiers français qui se retrouveraient aujourd'hui dans la même situation que vous il y a 24 ans ? La responsabilité d'un officier, c'est de savoir dire non quand c'est nécessaire. Vous parliez tout à l'heure de désobéissance en parlant de Bicécero. Oui, ces officiers même si officiellement ces officiers se sont perdus. Bien sûr. C'est la version officielle. Ils se sont perdus, c'était juste des spécialistes de l'orientation. Au même titre que certains de mes camarades ont refusé d'obéir à la directive de livraison d'armes. Voilà, je pense qu'eux font honneur à l'armée française, mais encore une fois, ça n'est absolument pas un réquisitoire contre mes compagnons d'armes, c'est une interrogation démocratique sur ce qu'il s'est passé et sur la manière dont aujourd'hui en France, on contrôle les opérations menées au nom de la France, mais dont les Français n'ont pas à connaître. Qu'attendez-vous aujourd'hui du nouveau chef de l'État, Emmanuel Macron ? Je crois savoir que votre livre lui a été transmis. Qu'attendez-vous de lui aujourd'hui ? Ce que j'espère, ce que nous espérons tous, c'est qu'il aura le courage, parce qu'il faut énormément de courage pour le faire, d'ouvrir les archives et de laisser les Français juger par eux-mêmes de ce qui s'est passé dans une opération menée en leur nom. Ça nous permettrait aussi d'honorer la mémoire du million de victimes que nous n'avons pas su empêcher. Dernière question, vous avez dit dans une interview « Je ne suis pas un lanceur d'alerte, je suis un empêcheur de transgresser ». Oui, c'est vrai. Je n'aime pas qu'on me présente comme un transgresseur. Moi, je n'ai pas transgressé de règles en parlant de ce sujet. Au contraire, je refuse qu'on transgresse les règles et les codes de la démocratie. Je veux que ce soit les Français qui jugent de ce qui s'est passé et qu'on arrête de leur expliquer ce qu'ils doivent penser d'un événement aussi dramatique. Et si j'ai écrit ce livre, c'est pour empêcher qu'on efface notre silence, qu'on efface notre mémoire grâce au silence. Vous évoquez aussi beaucoup la guerre d'Algérie. Il y a un lien évident avec la guerre d'Algérie. J'ai été formé par la génération qui a terminé la guerre d'Algérie et je me souviens qu'ils ont disparu sans jamais pouvoir partager la réalité de ce conflit ignoble. Ma génération ne partira pas comme cela. Elle a besoin de partager ses fantômes parce que ce sont des fantômes qui appartiennent à la société française. Merci beaucoup Guillaume Ancel d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Rwanda, la fin du silence, témoignage d'un officier.